Madame, Messieurs, merci d'être avec nous pour votre émission, votre magazine sociopolitique, Un homme, un concept. Le 15 avril dernier, la CENI démarrait avec le bureau de réception de traitement de candidatures concernant les élections provinciales. 2 jours après, soit le 17 avril, c'est le président de la centrale électorale qui revenait à la charge pour confirmer l'imminence des élections, ce pour tous les scrutins. Madame, Messieurs, alors la question que l'on se pose, est-ce que la République démocratique du Congo est prête à aller aux élections? Est-ce que les partis sont prêts pour les élections? Deux questions qui feront l'objet de notre analyse pendant toute cette période. Et pour commencer ce jour, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui nous vient de l'extérieur, un Congolais, mais de la diaspora. Il s'appelle Jean-François Beaufoy. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, j'ai eu le temps d'avoir un peu votre CV. Il faut dire que c'est énorme, mais je veux quand même vous présenter. Vous êtes lobbyiste, consultant au sein des institutions de l'Union européenne, consultant spécial et également de l'ONU en matière économico-sociale et ONG. Mais en tant qu'acteur politique, vous êtes actuellement secrétaire national en charge des questions internationales au sein du parti l'Union démocratique africaine. Mais il faut dire également que vous êtes un transfuge de l'UDPS, vous y étiez il y a peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on retrouve l'ancien conseiller du Sphinx dans ce poste-là de secrétaire national en charge de questions au sein de l'UDA? Je vous remercie pour cette opportunité, Madame Élisée, pour m'exprimer et pour cette invitation. À un certain moment de la vie, l'homme est amené à prendre des décisions importantes. Voilà, je ne suis pas le premier, mais l'ancien directeur de cabinet de M. Tshisekedi a pris la même décision de quitter l'UDPS. Également moi-même pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'à un certain moment, si nous voulons instaurer l'état des droits, la démocratie dans notre pays, ça doit commencer dans nos partis politiques respectifs. Si tel n'en est pas le cas, voilà, je me suis dit autant mieux cheminer avec les hommes et les femmes qui luttent pour un idéal, pour une démocratie, pour un état des droits. En fait. On parlera vraiment de l'UDA, mais restons un peu avec l'UDPS. On parle là de la fille aînée de l'opposition, tout ce qu'il y a de plus démocratique. Mais qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que cette démocratie n'est pas de mise au sein du parti du Sphinx? En principe, je ne dois plus parler de l'UDPS. Oui, mais voilà, c'est bon, on en parle parce que la vague, il y a tellement de vagues. Mais qu'est-ce que vous avez constaté? Quels sont les signes quand même? Parce que ça devient inquiétant. La crise au sein de l'UDPS, il y a deux choses. En fait, c'est la guerre des successions du Sphinx délimité et l'usurpation du pouvoir. En fait, on ne respecte pas les statuts. L'UDPS s'est transformé comme une famille royale. Le problème, c'est la famille de Tshisekedi qui pose le problème et puis qui torpille les statuts issus du premier congrès. C'est vrai, avant d'être un patrimoine peut-être national, l'UDPS est un patrimoine quand même familial. Il faut dire que les enfants Tshisekedi ont beaucoup souffert de tout ce qui est arrivé à leur père. Peut-être qu'il faudrait... Ils n'ont pas droit à revendiquer cela, vous pensez? S'il vous plaît, madame, je pense qu'on doit aller à l'essentiel, à l'actualité politique du pays, plutôt que parler de la famille Tshisekedi. Mais si eux vous disent qu'ils ont trop souffert, mais moi je connais des gens qui ont énormément souffert, des gens même dans l'anonymat, dans la province, des gens actuellement même qui sont en prison, des gens qui ont payé trop cher le fait d'avoir véhiculer les idées de l'UDPS, d'avoir partisé avec l'UDPS. Il y en a plein, il y a eu de morts. Mais moi, je ne sais pas un seul enfant de Tshisekedi qui a perdu la vie. Mais Kibasa, il a eu donc, on avait tiré des balles à l'époque, si mes souvenirs sont bons, il a perdu un enfant. Donc, il ne faut pas arrêter de raconter des histoires. En fait, je n'aime pas m'éterniser sur cette question. En fait, j'ai quitté l'UDPS pour des raisons qui sont nobles. Je ne voudrais pas me trouver dans une pétaudière, hein, où
la cour du roi Péto, où il y a l'anarchie ou quoi. Pourquoi avoir combattu Mobutu? Pourquoi avoir combattu la dictature de Mobutu? Et si ces mêmes antivaleurs, nous les retrouvons au sein de l'UDPS, là, ça pose question. Bon, voilà, je ne suis plus dans l'UDPS. Et vous gardez, on suppose, des bonnes relations quand même. Non, des très bonnes relations. Vous n'êtes plus ensemble, vous restez juste adversaires politiques. Voilà, mais... c'est le même combat, c'est la continuité. Dans l'UDA, c'est faire autrement la politique, déconstruire. Vous savez, actuellement, tous les partis politiques congolais ne fonctionnent pas. Il n'y a pas la démocratie dans tous les partis politiques. Et vous comptez apporter une différence. Parlons-en un peu. Voilà. On va parler de cette différence que l'UDA compte apporter. Mais revenons un peu sur la genèse de votre UDA. Oui. Excusez-moi, pour le commun des Congolais, c'est à peine s'ils arrivent à reconnaître ce parti dans la sphère politique. Où étiez-vous passé? Est-ce que c'est un parti qui a toujours existé? Ou c'est un parti qui refait surface compte tenu des enjeux de l'heure ici au pays? Mais non, mais c'est depuis 2013 que l'UDA est agréé au ministère de l'Intérieur. L'UDA refait surface. L'UDA a été créé en 1963-64. Eh bien, c'est une renaissance en fait que nous voulons donner aussi à ce parti politique en faisant autrement la politique. Mais ce n'est pas une génération spontanée comme ça qui vient de toutes pièces puisqu'il s'agit des élections. Voilà, non. Voilà. Donc il y a dans l'UDA, on veut déconstruire cet ordre politique actuel. On veut mettre plus au centre toutes les questions qui touchent l'être humain. Donc l'être humain est au centre de notre préoccupation et on veut dans l'UDA construire une tour à la manière de Saint-Exupéry. Donc, chaque membre apporte sa pierre à l'édifice. Vous n'êtes pas le premier, hein? Je vous en prie, continuez. Oui, en fait, et puis introduire une certaine culture managériale au sein des partis politiques afin d'accroître la capacité organisationnelle du parti politique de façon à avoir des stratégies à court, à moyen, à long terme. Introduire aussi une culture entrepreneuriale, en fait, voilà. Donc, considérer que chaque membre est actionnaire d'un parti politique. Alors là, je crois que c'est un chapelet de très belles intentions. Il faut dire que vous n'êtes pas le seul parti politique à avoir ces intentions, à nous dire, oui, on veut mettre l'homme au centre de tout. Mais comment pensez-vous procéder pour que l'homme congolais se retrouve s'il adhère à la vision de l'UDA? Non, nous mettons en place un projet de société participative. C'est-à-dire, expliquez-nous un peu votre projet, de quoi il est fait, votre projet de société. Non, c'est un chantier d'idées, en fait, voilà, et arriver, je donne un exemple. Nous organisons des chantiers, des séminaires, et dans ça, nous récoltons les avis, les questions sociales, tout ça, et nous mettons ça dans un projet. Et aussi cette question aussi des mouvements syndicaux, on s'intéresse aux entreprises. J'ai parlé ici de la culture entrepreneuriale. Donc on s'intéresse plus à l'homme et ses préoccupations et nous présentons toutes ces préoccupations, toutes ces revendications en termes d'un projet. Voilà. Alors pour arriver à concrétiser ce projet-là, il faudra déjà arriver à accéder au pouvoir, d'où la problématique des élections. Oui. Vous faites partie de 477 ou 8 partis politiques dont regorge la RDC, peut-être pas nationale. Oui, il y en a 4, hein, les partis nationaux. L'UDA n'est pas concerné. Soi-disant 4, voilà, ça c'est les médias qui en ont parlé. Non, c'est un rapport de la Commission de l'Union africaine qui nous fait dire qu'en RDC, sur les 477 partis, il n'y en a que 4 qui ont un caractère national. Ça, ça n'engage que ceux qui ont dit ça. Mais nous existons à Kinshasa. Nous sommes présents au Katanga, au Lubumbashi, à Likasi. Nous sommes dans le 2 Kasaï. Nous sommes au Bas-Congo, à Kikwiti. Donc, c'est un parti national. Nous serons aussi présents à Bukavu. Donc, c'est un parti national. On va voir avec les élections, après 2016, pour juger si nous sommes un parti familial ou bien un parti national. Voilà, on va voir ça en fait. Alors, on reste dans ces élections. Est-ce que vous êtes prêts? Je le disais en début de cette émission. On va essayer de tourner autour de là. Est-ce que
l'UDA est prêt pour les élections? Oui, l'UDA est prêt. Mais on ne peut pas aller aux élections de n'importe quelle manière. Puisque les élections ne constituent pas une fin en soi. Ce n'est pas parce qu'il y a les élections et automatiquement tout va décoller en RDC, il y aura une prospérité, on va atteindre l'émergence. Mais je pense qu'à un certain moment, c'est une histoire des Congolais. En fait, l'avenir du Congo est entre nos mains. Ici, il faut qu'il y ait un consensus. Il faut que les animateurs politiques de la majorité présidentielle, ceux de l'opposition, puissent parler. Encore, mais ils le font au niveau de l'Assemblée. Vous voulez quoi, notre dialogue? Il y a eu une plénière qui devait avoir lieu, c'est hier, hein, si mes souvenirs sont bons, dans l'après-midi, autour de cette question en fait, des élections. Mais ça a été débattu, donc aujourd'hui, ça a été débattu le vendredi. Oui. Oui. Donc les gens se parlent quand même. On a appris que le ministre de l'Intérieur allait faire un passage, a fait un passage d'ailleurs au niveau de l'hémicycle pour parler de la question. Vous pensez que ce n'est pas suffisant pour arriver à... Il faut arriver à trouver un consensus. Nous sommes prêts, mais on ne peut pas y aller de n'importe quelle manière. Vous savez qu'en 2006, il y a toujours des contentieux électoraux. En 2011, le processus a été chaotique, extrêmement grave. Donc, pour corriger un peu tout ce qui s'est passé dans le passé, pour oublier le passé, il faut que le présent soit meilleur. Il faut donner l'opportunité à tous les partis politiques de se présenter à ces élections, de façon à ce qu'après 2016, qu'il n'y ait pas encore des imbroglios, des soubresauts, en fait, voilà. Mais les opportunités sont là. On a démarré avec le traitement, la réception et le traitement des candidatures pour les élections provinciales. Est-ce que vous avez déjà déposé vos listes? On ne vous en a pas empêché. Non, pas encore. Et je suis via la télé que c'est un peu froid, hein, c'est un peu froid en fait. En fait, il y a... Vous attendez les derniers moments pas attendre le dernier moment. Et demander une prolongation? Non, pas attendre le moment. Le moment viendra, on ne doit pas se précipiter dans cette matière pour qu'on puisse voir que nous sommes les premiers à aller déposer des listes. Mais non, c'est pas ça en fait, voilà. Mais je pense que j'ai constaté une attitude un peu arrogante même dans le chef du président de la CENI qui dit non, c'est pas un honneur de leçon en fait. Ici, il est question que, au fait, que le peuple puisse choisir ses représentants, des gens qui viennent de la base, qui représentent le peuple. Et pour ça, il faut que ce soit très bien fait. C'est ça en fait. Mais c'est fait, monsieur Jean-François Bafoa Malou est rentré, il le dit, il vous confirme, vous teniez, surtout vous de l'opposition, oui, vous teniez à ce qu'il y ait les élections dans le délai. Il y a un calendrier. Malou vous dit, il y aura des élections, il y a des signes sur terrain. Mais qu'est-ce que vous demandez de plus? Non, en fait, pourquoi ne pas se plier? Malou était malade, à peine qu'il revient, il se montre encore. Mais l'administration fonctionnait, il y avait des gens qui continuaient à fonctionner. En fait, au niveau de la CENI, il y avait un vice-président, le rapporteur. Non, il faut un peu circuler le Congo. Le Congo, c'est plus ou moins 70 millions d'habitants. 2 345 000 km², c'est immense, circuler partout pour voir. Il ne faut pas que... Nous devons éviter les erreurs du passé. Et pour y aller, il faut y aller méthodiquement, trouver un consensus et y aller à fond. Mais or, jusqu'à présent, il n'y a pas ce consensus. Et nous constatons que la majorité présidentielle veut s'accrocher au pouvoir par des subterfuges, par des pratiques inhabituelles comme ça en fait. Vous êtes dans le procès d'intention, c'est aussi ça le problème. C'est pas un procès d'intention, ça se voit en fait, voilà. Je pense que c'est gênant en fait, voilà. Donc notre pays est sous tutelle de la communauté internationale, ça tout le monde doit le savoir. Là c'est votre avis quand même, on sait qu'on est un pays indépendant, hein. On n'est pas sous tutelle de la communauté indépendant sur papier, mais pas fondamental. Nous ne sommes pas indépendants. Madame, je suis mieux placé pour vous démontrer. Nous ne sommes pas indépendants. Vous allez voir que chaque fois, quand il y a un problème au Congo, il y a des délégations qui viennent, la communauté internationale, des donneurs de leçons, tout ça. Non. Mais parce que peut-être qu'il y a des personnes, entre guillemets, excusez-moi, comme vous, qui à chaque fois qu'il y a un problème, vous vous tournez vers l'Occident, vous adressez vers ces gens-là pour qu'ils puissent exercer une sorte de pression. C'est aussi les Congolais. Mais non, mais c'est le gouvernement congolais
qui signe tous ces contrats, voilà, en termes de droits humains, en termes de ceci, là, ils signent. C'est tous ces entre parenthèses, ces ministres un peu bidons qui voyagent. Vous savez qu'un ministre congolais, il est fier quand il est reçu à Bruxelles, à Paris. Non, j'ai rencontré tel, j'ai rencontré tel. Et il en sort quoi? En fait, vous devez savoir qu'en Europe, il y a aussi des crises. Et que, voilà, certains pays ont toujours des intérêts ici. Là, ça nous amène à parler de la question géostratégique, géoéconomique, tout ça. Voilà, c'est très compliqué. Ça ne fait pas l'objet quand même. Oui. Revenons dans la thématique de ce soir pour reparler des élections. Pour vous, quelle serait la meilleure solution? Trouver un consensus pour aboutir à quoi au finish? À un prolongement du processus, organiser les élections un peu plus tard? Non, trouver un consensus sur le calendrier électoral. Hein, et puis... Là, Malou a déjà dit niet, n'y pensez même pas. Un échéancier clair et rigoureux et un chronogramme précis en fait. Et tout ça, voilà. Donc, vous savez que dans toutes les provinces, au niveau même de la CENI, il y a des trucs à remplacer, des kits électoraux, voilà, des voitures, des tout, comment ça va se passer d'une manière pratico-pratique. Le personnel, on est en train de recruter des gens, mais quel est le deadline que la CENI se donne? Voilà. Mais il y a tout un calendrier, M. Bafoua. J'ai vu ce calendrier qui est irréaliste, incohérent, et un calendrier qui n'est pas précis, en fait. Certains de vos collègues de la majorité proposaient à ce qu'on puisse coupler les élections communales aux élections provinciales. Vous pensez que c'est une meilleure façon d'aborder la situation? Il faut d'abord trouver ce budget-là de plus d'1 milliard. Voilà, voilà. Est-ce que... en tout cas, c'est rigolo parce que dans le budget du gouvernement, que ce soit le gouvernement Mosito Matata, ils n'ont pas prévu, en fait. Je ne sais pas par quelle baguette magique ils vont trouver ce 1 milliard. Ça nous amène encore à retomber dans les mains de la communauté internationale. La main qui donne, c'est la main qui dirige. Non, mais là, c'est bon. Voilà. Hein, je peux vous rassurer, le gouvernement a dit qu'il prendra en charge les élections. Peut-être on attend voir. Vous êtes trop pessimiste. Je suis très pessimiste. Je suis très pessimiste. C'est pas peut-être bon pour un politique. Ça risque de freiner beaucoup de choses. Si en 2006 et en 2011, les gouvernements étaient incapables de prendre en charge les frais liés aux élections, je ne vois pas par quelle baguette magique, en 2011, on nous parle de la révolution de la modernité, par quelle baguette magique le gouvernement trouvera ces 1 milliard. Non, il faut être dupe pour gober des histoires comme ça. Non. On attend vos propositions. Où est-ce qu'on doit avoir l'argent? Comment faire pour avoir l'argent et organiser les bonnes élections? Mais voilà, il faut demander. C'est pas moi qui a fixé ces budgets. Il faut demander aux gens qui ont conçu ces budgets. Voilà. Même à coût réduit. On ne va pas demander aux opposants, l'opposition, de non, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Voilà, on doit aller aux élections. L'opposition constructive, ça existe quand même, M. Jean-François? Non, il n'y a pas. Quand on dénonce, on vient aussi avec des propositions. Est-ce qu'il y a une opposition au Congo? Mais vous venez à peine de le dire qu'il y a des opposants. En fait, il y a un flou, il n'y a pas de repères, en fait. C'est pour cela que l'UDA veut déconstruire l'ordre politique actuel. Vous allez trouver la majorité présidentielle, il y a des libéraux, des soi-disant libéraux, des socialistes, des opposants aussi. Donc, une véritable tour de Babel. Dans l'opposition aussi, c'est la même chose. Voilà. Donc, non. En tout cas, en fait, il faut déconstruire cet ordre politique. Hein. Donc, il faut qu'on ait des repères, en fait. Voilà. Mais l'UDA, par rapport aux élections, quelles sont ses propositions pour qu'on ait des élections réussies, apaisées et à temps? Mais oui, je vous ai dit que le consensus, vous savez, ce n'est pas parce que nos amis sont au pouvoir que nous, directement, nous, dans l'opposition, qu'on ne doit pas se parler. Hein? Les élections ne constituent pas une fin en soi. Nous devons trouver un consensus. Nous devons travailler de concert avec la CENI pour avoir un échéancier précis, rigoureux, et aussi un chronogramme de la même chose, voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le court terme, dans le moyen et le long terme. Alors, et voilà, est-ce que, pourquoi ne pas, par exemple, coupler les élections présidentielles et provinciales, puisqu'on sera dans le deadline, et voir un peu, est-ce que dans le délai presque, tel que le calendrier a été établi par la CENI, mais c'est lourd, hein? C'est lourd. Les municipales, les communales, voilà, les provinciales, mais voilà, c'est d'ici 2015 à 2016. Est-ce que c'est faisable? Il faut quand même une certaine programmation, en fait, hein, et faire une évaluation exemptée
postanter, au fait. Il ne faut pas aller comme ça à l'aveuglette. On se trouve quelque part, on écrit de papier, on se précipite pour publier ça, on est arrogant, non. Et puis en face, on a des gens pessimistes qui ne croient pas en vous. Bon, il faudrait peut-être qu'il y ait la révolution aussi de ce côté-là, que le Congolais soit beaucoup plus optimiste dans les différentes actions que mènent leurs compatriotes aussi. Oui. Mais on revient dans l'hypothèse, on imagine même les hypothèses les plus folles, où la CENI, comme l'a dit le président Maluma, le sont tenait à son calendrier, et qu'on n'arrivait pas à trouver un consensus. Est-ce que l'UDA sera prête à participer aux élections? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous puissiez aller ou vous allez boycotter? Non, ça se discute. Dans le parti politique, nous prendrons à ce moment-là la décision la plus bonne, en concertation aussi avec tous les partis politiques de l'opposition. Et il vous est déjà arrivé de discuter sur une telle hypothèse? Oui. C'est quoi l'option levée? Vous avez déjà une idée sur l'option prise s'il y avait ce refus-là de la CENI de s'amender? Nous avons notre position que nous n'allons pas. Je ne suis pas la personne la mieux placée pour rendre ça public. Il y a un président, il y a un porte-parole, voilà. Mais au sein de l'opposition, il y a des tractations, il y a des réunions. Le moment venu, il y aura un porte-parole qui rendra ça public. On espère que la politique de la chaise vide, comme le disent certains, ça ne paye plus. Oui, la politique de la chaise vide, ça ne paye plus. Mais c'est ça, il faut se parler. Voilà. Nous sommes tous des Congolais. Il ne faut pas qu'il y ait une certaine arrogance. Il n'y a pas des imbéciles d'un côté et des gens intelligents de l'autre côté. On doit se parler, en fait. Je crois fermement qu'après 2016, il y aura un chambardement dans la classe politique congolaise. Il y aura une table rase. Il y aura émergence d'une nouvelle classe politique. Alors, on a parlé des élections, on attend encore la position de l'UDA qui ne s'est pas encore prononcée sur sa participation à ces scrutins. On reparle un peu de ce découpage territorial, vous aviez certainement entendu parler. C'est une question qui fait débat ici en République démocratique du Congo. Vous, au niveau de l'UDA, comment analysez-vous le découpage territorial ici au pays? Bon, le découpage territorial suscite plus de doute que d'espoir. Nous nous sommes posé la question de savoir que bon, ça c'est un projet de 2006 qui se trouve dans la Constitution promulguée en 2005. Pourquoi ce retard? Pourquoi après 2006 on n'a pas appliqué le découpage territorial? Non plus après les élections de 2011, mais c'est à la fin du mandat du président Joseph Kabila que bon, voilà, d'une manière brutale, on va appliquer le découpage territorial. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de surseoir ça? Je sais que bon, il y a les avis sont divergents. Vous ne voulez pas d'une démocratie à la base? Non, on veut ça, on veut ça, mais la manière de le faire. Il ne faudrait pas que ce découpage territorial puisse déboucher sur l'implosion sociale ou sur la balkanisation du pays. C'est aussi ça le rôle des partis politiques, sensibiliser, dire aux gens... Voilà, le rôle, on doit aller aux élections. Vous voyez avez votre rôle à jouer par rapport à ça. Dans l'entretemps, il y a les élections que nous scrutons à l'horizon. Et au même moment, il faut aller aussi au découpage territorial. Et c'est très mal perçu dans le chef de la population, surtout à la base, ça pose des problèmes. Vous allez voir, par exemple, au Katanga, c'est très compliqué, en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y aura ces découpages d'une manière intégrale, en fait. Voilà. C'est une précipitation. Il faut d'abord avoir une certaine bonne programmation, évaluer la faisabilité, puisque est-ce que tous les atouts, en fait, il faut un cahier des charges, en fait. Voilà. Mais vous pensez on que a le toujours dit gouvernement ici, n'en en a fait, pas? Il en a s'il a science décidé. sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et Sapiens n'entre pas dans une âme malévole. Moi, je pense que, sincèrement, il faut s'épancher sérieusement sur cette question. Je vous dis, c'est qu'on ne veut pas dire, en fait, que derrière cette histoire de découpage territorial, il faut s'attendre aussi que si ça ne se passe pas très bien, il y aura une implosion sociale, il y aura une balkanisation, en fait. Voilà. Il y aura des frustrations, parce qu'en fait, il fallait aussi prendre tout le temps pour vulgariser ce concept de découpage territorial.
Il faut des hommes et des femmes, des partis politiques expliquer les états-majors, expliquer la population. Voilà, il faut Voilà, un temps, il faut une un programmation. peu le travail que certains membres du Il faut un gouvernement sont personnel en train pour de ça. faire. Il faut des moyens. Voilà. Si nous avons des difficultés d'abord pour le budget des élections, 1 milliard, et là on n'a que 11 provinces, est-ce qu'on renoue des budgets pour les 26 provinces? Pourquoi n'est pas essayé? Et est-ce que... ça a plutôt réussi dans quand le on a 11, démantelé les Kivu quand même, monsieur voilà, Jean-François. dans le 11, et ça fonctionne. Et ça fonctionne, ça peut également fonctionner avec les 26. Allez-y à Goma, allez-y à Bukavu, au Maniema, voir un peu l'administration, comment elle fonctionne. Voilà. Le personnel, est-ce que les agents de l'État sont payés? Est-ce qu'il y a un rapprochement entre les gouvernants et les gouvernés, en fait? C'est ça, en fait. Là, on est dans la logique de 11 provinces. Et si nous passons maintenant à 26 provinces, ça peut impulser une sorte de problème, c'est que développement. nous prenons cette question à la légère. Moi, je pense qu'à un certain moment, que ce soit dans la majorité présidentielle, que ce soit dans l'opposition, on devait désigner des experts, des gens qui doivent se pencher sérieusement sur cette question. Le but, c'est quoi? C'est qu'il y ait cet état des droits, qu'il y ait cette démocratie au niveau de la base, rapprocher les gouvernants des gouvernés, ça se passe très bien. Mais la manière dont une précipitation, il y a de manœuvres stupides et dilatoires qui font c'est que on précipite des choses, mais pour quelle fin? Pour quelle fin, en fait? Alors pour vous, il serait donc mieux de surseoir, même si on est déjà en dehors de ça, c'est passé, la loi a été promulguée, programmée. Donc, voilà, ça doit se discuter. Et ce qui est grave dans ça, c'est que bon nombre de Congolais ignorent, c'est que ces découpages territoriaux, c'est prévu, la constitution qui a été promulguée, et cette constitution-là, c'est pas venu de nous autres. Non, s'il vous plaît, c'est sérieux en fait, parce que il fallait associer, nous avons des brillants juristes et constitutionnalistes congolais qui pouvaient quand même préparer le motif de la constitution, mais ça nous vient de Bruxelles à l'université de Liège, où deux constitutionnalistes de l'université de Liège ont préparé cette constitution. C'est une constitution qui nous a été imposée. Non, on a voté. Nous sommes allés voter quand même. Donc, il faut dire, même si ça a été écrit par les autres, mais ça a été voté par les Congolais et le découpage se trouvait dedans. Pourquoi ne pas s'y plier? Sous d'autres cieux, vous allez voir qu'on parle de l'Union européenne, tout ça, il y a des grands ensembles. Mais, curieusement, chez nous, on veut encore plus diviser pour mieux régner. Non, mais pour impulser une sorte de développement à la base. L'union fait la force. Mais c'est pas la désintégration de l'État, le découpage. Pour le Congo, la République démocratique du Congo n'existe pas. Il faut d'abord inventer cette République démocratique du Congo et voir par après si ce découpage est faisable. Vous savez, on est parti depuis 1963-64. Il y a eu cette histoire de Vinci dans les provinces 7. Ça n'a pas tenu, tout ça, voilà. On revient encore avec 11 et puis on retourne encore en arrière. Je ne crois pas, en fait. Donc, il y a des gens qui se prennent pour des dieux ici au Congo. Hein? Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous sommes tous des êtres humains. Nous devons parler. Même pour le découpage, à l'instar des élections, il faut parler pour trouver. Donc, c'est la seule façon. Je vous ai dit qu'il faut... C'est une question à laquelle il faut avoir une certaine expertise. Il faut une bonne programmation. Il faut des moyens. Il faut... un échéancier aussi, et il faut des experts personnels. Donc, c'est une question très compliquée en fait, et très sensible. Alors parlons d'un autre sujet d'actualité ici au pays. Difficile de ne pas aborder le sujet. C'est cette problématique de la fosse commune. Vous comprenez, parce qu'on va parler de ça. Je vous ai présenté en tant que consultant au sein des institutions de l'Union européenne. Est-ce que vous comprenez cette pression ou cette forme d'ingérence que la communauté internationale exerce sur la RDC par rapport à cette question? Oui, je comprends ça. Vous savez, je vous ai dit ici que malheur au gouvernement congolais, nos amis de la majorité présidentielle, qui sont représentés dans le gouvernement congolais, lorsqu'ils voyagent, ils sont à l'étranger, ici n'importe quoi. Vous savez que la RDC est signataire de plusieurs chartes des Nations Unies en matière de droits humains, voilà, pas mal de choses. Et quand il y a mort d'homme, tout à fait normal que les institutions internationales se précipitent, voilà, font une certaine pression pour dire que non, voilà. Ce ne sont pas les opposants qui ont découvert cette fosse commune-là. Ce ne sont pas les opposants, ce sont la population de Maluku, voilà, des dames,
qui ont découvert notamment qu'il y a ici cela. En fait, nous sommes des Africains, on ne doit pas enterrer des gens comme des immondices. Hein. C'est comme si on est dans une poubelle, on entasse de gens. Voilà, il faut quand même une certaine dignité. On devait quand même enterrer ces gens dignement. Et puis, l'identification. Et puis, on parle donc, voilà, des morts-nés, des bébés-nés, tout ça. Donc, il y a eu quand même un problème dans la gestion. Dans la gestion, il y a quand même une mauvaise gestion. Ça, donc, le gouvernement doit reconnaître. Bon, il a reconnu, mais il essaye d'apporter certains correctifs. Voilà, il faudrait également que vous, les partis l'heure à laquelle on a... Pourquoi enterrer des gens à 2h, 4h du matin, tout ça, voilà. Il y a l'événement en coulisses que les gens ne voient pas, tout ça. Non, si ce sont des indigents... au-dessus de tout le monde. Mais oui, mais voilà, si aujourd'hui, s'il y a mort dans ma famille, voilà, écoutez, je vais appeler les amis, voilà, on va y aller comme ça, aussi au vu de tout le monde. Bon, c'est pas une fatalité en soi d'être indigent ou quoi, mais il pouvait y avoir un communiqué au ministère de l'Intérieur ou au chef du gouvernement pour dire que non, écoutez, on va procéder à telle date. Voilà. C'est ainsi que il y a des inquiétudes. On suspecte que parmi ces indigents, ces bébés-là, il y aurait des gens, des cadavres de gens qui ont participé à la manifestation du 19 janvier. C'est ça, en fait, on voudrait que... Mais est-ce que ça donne le droit quand même à cette communauté, puisqu'il y a des enquêtes en cours ici? Ça donne le droit parce que la RDC est signataire, voilà, dans matière des droits de l'homme. Une collaboration, quand ça devient des injonctions, ça pose problème. S'il vous plaît, il y a des questions un peu très compliquées. Est-ce que vous savez aujourd'hui que à l'est du pays, par exemple, à Kisangani, 2 armées se sont affrontées sur le territoire congolais. Les Congolais sont morts. Mais la RDC n'a jamais porté plainte à la Cour pénale internationale. C'est vide. Vous comprenez? Et pour autant, c'est notre droit de le faire. Vous savez. Mais on a porté plainte au tribunal de paix, le tribunal pénal international. Non, il n'y a aucun dossier, c'est vide en fait. Voilà. Peut-être que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait l'intention de le faire, tout ça. Vous savez que sur l'échiquier international, c'est un rapport de force. Et voilà, les plus forts écrasent les plus faibles et les problèmes des intérêts. Hein, si la communauté internationale fait pression à la RDC, il y a un soubassement, on fait une pression. Et de l'autre côté, on réclame ceci, cela. Voilà, si vous ne faites pas ça, nous on va faire ça. C'est question d'intérêt. Donc au finish, ils font toutes ces pressions pour leurs propres intérêts. Que le Congolais ne doit pas rester dupe, quoi. Le Congolais ne doit pas rester dupe parce que vous devez savoir, si vous analysez depuis 1997, il y a eu prise de pouvoir par l'AFDEL. Vous allez voir le comportement de la communauté internationale. C'est une politique wait and see, derrière le rideau. Quand tout va bien, voilà, on veut ceci. Quand ça ne va pas, on fait pression, on fait ça. C'est ça en fait, voilà. Alors parlez-nous, parce que vous êtes également consultant spécial de l'ONU avec des ONG. Il y a aussi ce phénomène des ONG qui se croient tout permis ici au pays. C'est-à-dire il y a un problème, comme par exemple celle de la fosse commune, les enquêtes sont en cours, mais on entend des ONG monter au créneau, crier, demander, exiger. Comment une ONG doit travailler dans un pays? Voilà, ces ONG, Madame Élisée, vous devez savoir que ces ONG sont financées par des groupes d'intérêt, par des multinationales, voilà. Ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent ici, qui rencontrent les officiels, le gouvernement congolais, qui finance ces ONG. Voilà, vous devez savoir s'il y a telle ONG, à quelle obédience. Ça, vous devez savoir, en fait. C'est la même chanson, en fait. Si on ne sait pas faire pression officiellement via certains politiciens, des gouvernants, des acteurs politiques européens, souvent on le fait via des ONG. Donc voilà, les ONG... Ne pas toujours faire confiance à tous les rapports des ONG, parce que derrière, il y a toujours les intérêts. Oui, vous allez voir que ici, par exemple, à Kinshasa, les ONG internationales sont concentrées à Gombe, tout ça, voilà. Or, il serait mieux que ces ONG se trouvent, par exemple, à Maluku, à Kinkole, ou c'est à Malueka, à Mboudi, par-ci, par-là. Et vous allez voir qu'à l'est aussi, ces ONG sont présentes tout près des zones minières. Voilà, c'est question d'intérêt, qu'on ne vous raconte pas des bêtises. Alors d'accord, on va très bientôt terminer avec cette émission, mais j'en profite parce que je suis également avec un consultant de Nations Unies en charge des questions économiques. Parlons un peu
de cette économie congolaise aux côtés de cette politique qui semble un peu boitée là. Est-ce que on peut quand même se réjouir d'avoir une économie solide ici au pays avec des taux de croissance à près de 2%, de deux chiffres, de 10%, avec le taux d'inflation quasi inexistante, avec le taux de change stable. De ce côté-là, on peut quand même dire non, la RDC est en train de renaître de ses cendres et de redevenir ce géant-là. Non, moi je ne dirais pas ça. Au fait, le gouvernement congolais a contracté avec la communauté internationale les OMD, Objectifs millénaires de développement. Un de ces objectifs, c'est la réduction de la de moitié du taux de la pauvreté. Si on voit par exemple en 2015, est-ce que le gouvernement congolais a réduit de moitié ces taux? C'est trop leur demander. Voilà. Avoir hérité d'un pays qui était au fond du gouffre. Voilà. C'est un processus. C'est le gouvernement qui a signé ces contrats. Quand est-ce que allons-nous atteindre l'émergence? 2030, hein, on travaille pour y arriver d'ici 2030. On est sur la bonne voie. Voilà, je ne crois pas, puisque les indicateurs macroéconomiques présentés par le gouvernement Matata 1, Matata 2 nous disent que bon, l'inflation avoisine le chiffre 0. Nous avons atteint la croissance à 2 chiffres. Donc, ce sont des indicateurs macroéconomiques qui sont flous et vagues. Voilà. Ça a été testé quand même par le FMI. Quand un vice-président du FMI vient vous dire... Ça, c'est sur papier. On entend, on le voit quand même. Comment est-ce qu'on conçoit cette croissance? La croissance peut être une condition du développement. Et le développement est une possibilité de parler de la croissance. Donc, il y a une complémentarité entre la croissance et le développement. Il ne peut pas y avoir une croissance économique sans développement. Il ne peut pas aussi y avoir un développement sans croissance économique. C'est une complémentarité. Et quel est ce développement qu'on peut parler en RDC? Lorsqu'on voit qu'il y a quelques mois de cela, un ministre de la fonction publique était très content. Il y a eu matraquage médiatique sur la question. Il avait inauguré des toilettes du ministère. Et on en parle. C'est ça, ce que vous appelez développement en fait. Ici, prenons seulement la ville de Kinshasa. Vous pouvez aller dans certains coins où vous voyez des enfants qui se promènent nus, qui sont analphabètes. Parlons-en des indicateurs macroéconomiques. Parlons même des indices de développement humain. Comparez IDH, indice de développement humain, de la RDC, prenons 2013-2014, comparé à cet indice du Rwanda, ou du Congo-Brazza, ou de l'Angola. C'est catastrophique. Mais c'est un processus où vous avez vu quand même, il y a des belles routes à Kinshasa, il y a maintenant des bus, bientôt on aura une société, une compagnie aérienne. Kinshasa, c'est pas le Congo. Ça bouge quand même. Si vous êtes en ville, vous êtes sur le boulevard, les gens sont contents, on voit des immeubles. Mais, non loin de la ville, vous voyez des taudis ici à Lingwala. Hein? Vous allez voir des gens qui vivent dans une misère la plus abjecte du monde civilisé. Vous savez, le Congo s'est développé à sa façon. Il ne faut pas tout. Ce qu'on a fait, c'est copier-coller. Il ne faut pas copier, nous amener des belles phrases, révolution de la modernité, et voilà. Et moi, en passant, si mes souvenirs sont bons, un ambassadeur malgache me disait il y a plus de 10 ans que lorsque la FMI, la Banque mondiale, vient chez vous, commencez déjà à pleurer. Parce que c'est toujours les mêmes terminologies. C'est toujours plan d'ajustement structurel, pays pauvre, taux endetté, réduction de la pauvreté. Ils ont trop des concepts et tout ça. Et c'est quoi cette histoire? Vous devez plus produire si ils vous prêtent à des taux exorbitants et vous devez diminuer dans le budget. Vous voyez dans le gouvernement Matata, quel est le budget alloué à l'éducation? Questions à la santé, hein. Et tout ça, voilà. Mais ça, de combien en fait? De combien? Passer de 6 maintenant à 18% pour l'éducation, ça augmente quand même, ça bouge. Le modèle de développement du Congo viendra des Congolais eux-mêmes, pas des copies, des recoller, voir ce qui se passe en Occident, copier certaines phrases
qui sont très bien dans la révolution de la modernité. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a une révolution de la modernité ici? Très bien, on aura le temps Oui. de parler de ce concept, peut-être organiser un débat pour qu'on parle de ce Oui, concept. oui. Avec, Moi, j'aimerais en fait participer à une autre émission. avec On le parle- chargé de la visibilité qui sait de 5 chantiers de la République pour nous parler de la révolution de la modernité. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Jean-François Beaufoy, d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Très rapidement, mon régisseur me dit que je dois couper, mais je vous donne quelques secondes pour votre mot de la fin et puis on va clôturer. Non, mais merci pour cette invitation. L'UDA suscite l'espoir. J'appelle tout le peuple congolais à adhérer à l'UDA et je passerai encore dans ces émissions pour expliquer d'une manière claire la vision de l'UDA. On l'attend avec Oui. impatience et surtout l'option levée par l'UDA par rapport aux élections déjà. Nous serons présents, nous allons participer à tous les processus. Maintenant, Voilà. on est fixé. L'UDA sera présente tout au long de ces élections. Madame, Messieurs, merci beaucoup d'avoir été de nôtres. Merci beaucoup à Jean-François Beaufoy, notre invité de ce soir. Merci à vous. Je sais que vous étiez nombreux à nous suivre. Appelez-nous pour vos remarques, vos suggestions, vos objections. Écrivez-nous et surtout, vous pouvez resuivre cette émission par le biais sur YouTube, Magazine UHC. Écrivez-nous également, vous avez notre Facebook, on garde l'interactivité dans le cadre de cette émission. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la télévision haute définition. Au revoir et à dimanche prochain.